Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver dans un nouveau Big Talk en compagnie cette fois-ci de Paul-Adrien Hippolyte, donc, qui est le CEO de Spyco. Alors Spyco, c'est une startup dont vous devriez entendre parler très très bientôt, car elle s'apprête à sortir des nouveaux produits financiers très intéressants. Bah, d'ailleurs, vous en avez fait l'annonce aujourd'hui. Alors, il s'appuie sur la blockchain, mais surtout, en fait, il s'adresse aux épargnants traditionnels. Et ça, ben, on apprécie beaucoup. Parce que la blockchain, c'est passionnant, mais si le grand public ne l'utilise pas, ben, ça révolutionnera pas grand-chose. Salut Paul-Adrien, comment ça va? Oui, ça va super, merci beaucoup. Alors, je te reçois aujourd'hui car vous venez d'annoncer le lancement de deux OPCVM qui permettent donc de s'exposer facilement aux bons du Trésor américain et aux obligations souveraines des meilleurs États européens. Alors, la particularité, c'est que ben, ces deux produits sont en quelque sorte ben, des bons du Trésor tokenisés. Est-ce que tu peux nous expliquer les avantages de ces produits par rapport à de l'investissement traditionnel dans des bons du Trésor normaux? Parce que ça, c'est possible depuis très longtemps, hein. Exactement. Et ben, merci beaucoup de l'invitation, ravi d'être là. L'investissement en bons du trésor, il est possible, mais généralement pas possible en direct. Ceci dit, il y a des pays où ça l'est, hein. Les États-Unis, par exemple, il est possible de participer, si on a un compte Treasury Direct, directement aux auctions sur le marché primaire. Mais généralement, la façon dont ça fonctionne, c'est que les États, qui sont donc les émetteurs dans ce cas-là, contractent avec des entités. En France, on les appelle les spécialistes en valeur du trésor. Typiquement, c'est une poignée de très grandes banques. Et ce sont elles qui participent aux auctions, donc à l'émission elle-même, et ensuite qui les redistribuent sur ce qu'on appelle les marchés secondaires, où ces titres s'échangent. Ils sont accessibles, donc pas directement, mais souvent via des structures qu'on appelle les fonds monétaires. Donc des fonds monétaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des entités qui achètent dans des portefeuilles des bons du trésor. Généralement, il y a des exigences de diversification, donc c'est plusieurs types de bons du trésor dans un portefeuille. Et ensuite, on peut acquérir des parts de ces fonds qui donnent donc du coup un titre de propriété sur le portefeuille en question de bons du trésor. Nous, ce qu'on a fait chez Spyco, pour à la fois le dollar et l'euro, donc sur des bons du trésor américains et sur des bons du trésor émis par les États les mieux notés de la zone euro, on a créé de nouveaux OPCVM, mais on les a tokenisés. Tokenisés, c'est-à-dire qu'on a utilisé des blockchains pour tenir le registre de ces fonds, donc pour créer les parts de ces fonds dont on parlait juste avant, sur des blockchains, autrement dit sous forme de tokens. Et nos tokens s'appellent UST-Bill, USTBL pour le fonds dollar et EUT-Bill, EUTBL pour le fonds euro. D'accord, mais pour ceux qui nous écoutent, l'intérêt, c'est quoi par rapport, en fait, de l'investissement traditionnel, dans des bons du trésor? J'imagine que l'accès est simplifié, c'est peut-être, il y a peut-être moins de frais, le ticket d'entrée, il est peut-être plus bas. C'est quoi les avantages? Exactement. Aujourd'hui, accéder à des fonds monétaires, c'est en réalité pas si facile. C'est peut-être des produits d'ailleurs dont vous n'avez jamais entendu parler. Généralement, les produits d'épargne qu'on connaît, bon, c'est les livrets réglementés. On peut avoir aussi des fonds euros dans son assurance vie qui sont assez connus. Mais sachez que les fonds euros en assurance vie investissent dans des titres très différents, quoi. Pas du tout que dans des bons du trésor. On peut même retrouver de l'immobilier derrière, typiquement. Les fonds monétaires, ils viennent généralement avec des tickets d'entrée minimum qui sont très importants. Et nous, effectivement, avec les produits là qu'on lance, on abaisse ces tickets très substantiellement, puisque l'investissement minimum de départ est de 1 000 euros ou 1 000 $ dans les deux fonds. Et Oui, ça ensuite, change ça change des tickets de plusieurs millions, hein. exactement, c'est souvent plusieurs centaines de milliers, voire millions, pour accéder à des fonds monétaires. Et généralement, donc c'est un petit peu technique, mais les fonds monétaires sont structurés sous forme de différentes share classes, différentes tranches, disons. Et les tranches où les frais sont faibles, en fait, sont des tranches où les tickets d'investissement minimum sont extrêmement élevés. Typiquement de l'ordre de grandeur que tu mentionnais. Nous, on arrive avec un modèle qui est assez disruptif de ce point de vue, avec l'idée de démocratiser ces instruments, en ayant une seule share class, les mêmes frais pour tout le monde, et en baissant très significativement par rapport à ce dont on se parlait, les montants minimums. Alors, on rappellera pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, l'univers, de l'investissement, en fait, investir dans des bons du trésor, c'est un peu investir, dans les placements les plus sûrs qui existent sur terre. Bien sûr, les États-Unis peuvent toujours faire faillite, hein, mais bon, c'est quand même assez peu probable. En tout cas, c'est la chose la moins probable qui pourrait arriver dans la finance, à moyen et long terme. Donc c'est pour ça qu'on considère que c'est le placement le plus sûr. Là, en ce moment, les intérêts sont assez intéressants, autour de 5. Donc en fait, si vous voulez pas prendre trop de risques, c'est peut-être le meilleur placement au monde, hein, c'est ça? Absolument. Il y a deux raisons à ça. L'une, c'est la contrepartie. Donc, comme tu le mentionnais directement, un État. Donc, il faut bien sûr veiller à acquérir des bons du trésor d'États qui sont crédibles, hein. Mais là, on se parle de l'État fédéral américain et des États les mieux notés de la zone euro.
Donc c'est le cas. La deuxième caractéristique très importante de ces titres qu'il faut avoir en tête, c'est leur échéance. C'est des titres à extrêmement courte échéance, courte voulant dire 1 mois, 3 mois ou 6 mois typiquement. Et ça les rend extrêmement peu sensibles au risque de taux qu'on connaît sur des obligations du Trésor, qui vont être des titres là aussi émis par des États, mais sur des échéances de beaucoup, beaucoup plus longues, quoi, de l'ordre de plusieurs années. Donc ce que vous avez pu avoir en tête, typiquement, lorsque les taux ont été remontés par les banques centrales au niveau des bilans bancaires, typiquement SVB qui s'est retrouvé face à un problème de duration extrêmement fort sur son bilan à cause de ses bonds à longue maturité. On ne les Donc retrouve pas sur les fonds du Trésor. Silicon Valley Bank, qui a eu quelques problèmes l'année dernière. Exactement, ouais. Donc en fait, pour résumer, vous permettez d'accéder, plus facilement et pour moins cher aux placements, les plus sûrs du monde. Mais bon, comme on le disait tout à l'heure, on est un peu dans l'environnement crypto. Si je veux investir dedans, comment ça se passe? Je me rends sur votre site, je connecte mon wallet et j'achète vos tokens et c'est tout? C'est exactement ça. Alors il y a 2, l'innovation, de ce qu'on fait, elle n'est pas que dans le fait de réduire, le ticket d'entrée, et dans le fait du coup de rendre cette classe d'actifs, plus accessible à un plus grand nombre de gens. Elle réside aussi dans la tokenisation elle-même, donc dans le format, en l'occurrence token, de ces parts de fonds. Et pourquoi? Parce que, qui dit tokenisation dit utilisation d'une blockchain dessous et donc, d'un layer de règlement livraison, de settlement qui, fonctionne en continu, qui est global et cetera. Et ça, par rapport à ce qu'on connaît dans le monde de la finance traditionnelle aujourd'hui, où, il y a des heures d'ouverture, de fermeture, parce qu'en fait, il y a des silos locaux, qui sont opérés, voilà, pas en continu et en partie manuellement, c'est révolutionnaire, quoi. La façon dont ça se passe, comme on se parle d'instruments financiers, c'est que comme dans le monde, qu'on connaît aujourd'hui, des banques, des brokers et cetera, il faut passer un KYC. Donc ça, c'est quand même un élément, important à avoir en tête. Donc pour s'onboarder chez nous, ça commence par un KYC qui est, qu'on a rendu le plus, smooth, possible, donc qui est automatisé dans la plupart des cas pour les investisseurs particuliers et ensuite on accède à l'app et l'app a 2 modes d'utilisation. Elle a un mode Mais excuse-moi, automatisé, ça veut dire quoi? Concrètement, comment ça se passe? C'est vraiment l'expérience que, vous pouvez avoir sur Revolut ou Wise typiquement. Donc, on rentre à la main quelques informations, ensuite on scanne son passeport ou une pièce d'identité, on fournit une preuve de vie en tournant la tête à droite à gauche et normalement on est onboardé tout de suite. Je dis OK, donc en normalement parce quelques qu'il peut y secondes. avoir voilà, parce que c'est très standard. Il peut y avoir des cas en fait où les systèmes flaguent, comme ils screenent en fait internet, ils peuvent flaguer, des risques de adverse media, c'est comme ça que ça s'appelle dans l'industrie. Et donc ça demande un check manuel qu'on fait nous le plus rapidement possible. Mais dans la majorité des cas, il n'y a pas ce genre de flag et donc c'est automatique. OK. Une fois que mon identité est vérifiée, je connecte mon wallet et je peux, acheter, donc les tokens, comme ça, très rapidement? Exactement. Donc on connecte son wallet. Il y a deux modes d'utilisation. Il y a un mode qui est self-custodial, donc on utilise son propre wallet. Ça peut être n'importe quelle technologie de wallet. C'est ça aussi qui est très nouveau dans ce qu'on fait. On ouvre le monde des mutual funds, des OPCVM à n'importe quelle technologie de wallet. Et il peut y avoir aussi un mode d'utilisation, si on le souhaite, qui est custodial, où nous, on fournit un wallet par défaut au client. Pour être clair, c'est un truc qui est 100% custodial. Il n'y a pas d'hybride entre self-custodial ou custodial. C'est soit l'un, soit l'autre chez nous. Et ensuite, le client passe son ordre. L'ordre, il peut se passer typiquement en fiat. Et donc, dans ce cas-là, c'est un virement bancaire qui part. Quand l'argent arrive sur le compte bancaire du fonds, les tokens sont mintés, créés dans le wallet de l'investisseur. Et ensuite, il commence à toucher des intérêts tous les jours. Oui, donc voilà, en fait, pour quelqu'un qui n'est pas crypto friendly, qui n'a pas de wallet, qui ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais qui est attiré par votre, proposition, hein, qui est quand même, très intéressante sur le marché, il peut venir et utiliser ces moyens de paiement traditionnels et même ne pas s'apercevoir qu'il a un wallet crypto. Tout ça, c'est caché. Absolument. Nous, dans notre mode qu'on appelle standard, donc le mode Web3, c'est celui dont on se parlait avant, qui permet la self-custody, le choix du network, l'utilisation de stablecoin, tout un tas de subtilités qui sont hyper, enfin, qui intéressent l'audience ici, mais qui relèvent du monde du Web3. Et l'autre mode s'appelle standard, et c'est un mode qui fait complètement abstraction de la stack blockchain en dessous. Et nous, c'est quelque chose qui nous tient assez à cœur, l'idée de démocratiser, de vulgariser déjà ce que sont les blockchains, ce qu'elles permettent, et de développer les nouveaux usages, tout en faisant abstraction de la complexité quand elle n'est pas requise ou nécessaire. Donc, on offre l'option, en fait, c'est l'optionnalité qui est importante pour les clients. Ouais, ça, c'est très intéressant. Donc en fait, vous visez mais absolument tout le monde. Exactement. Mmh. Et on va parler du nerf de la guerre, hein, les rendements, hein, c'est ça qui intéresse les gens là. Actuellement, c'est combien là? Ça rapporte combien?
Donc là, on se parle, le jour où vous verrez ça, ce sera quelques jours après la décision de la Banque centrale européenne qui a décidé d'abaisser son taux directeur. Donc en euros, ça a un petit peu diminué. Euh, Autrement dit, au niveau du dollar, pour commencer par là, c'est les taux les plus intéressants à l'heure actuelle. On est autour de 5%. On se parle là en fait des taux sans risque de la Banque centrale américaine, et ces taux sans risque sont globalement extrêmement reflétés à la fois en niveau comme en tendance dans les taux des bons du Trésor, dans les rendements des bons du Trésor. Pourquoi? Parce que c'est des actifs très similaires. Les réserves bancaires que les banques peuvent mettre à la Banque centrale et les bons du Trésor, c'est tous les deux des actifs où la contrepartie est grosso modo étatique ou para-étatique, et où l'échéance est extrêmement court terme, comme on se le disait. Donc c'est pas étonnant que ce soit des taux qui soient très proches. Donc on est à plus de 5% en dollars, et en euros, on est un peu en dessous de 4%. Donc ça oscille entre 3,5 et 3,8 à l'heure actuelle, le rendement des bons du Trésor. Donc on se parle de ce genre d'ordre de grandeur. D'accord. Bon, on va comparer, ce qui est comparable. Là, en placement sûr, bah, le plus sûr, en France, c'est le livret A. Il est actuellement à 3. Bon, je rappelle qu'il y a un plafond, à 22 950 €. Trade Republic, hein, aussi, qui rémunère, à 4 les dépôts en espèces jusqu'à 50 000 €. En fait, avec votre proposition à 5, vous êtes un peu les meilleurs du marché, peut-être même mieux que le livret A? Euh, en taux, en rendement, c'est clair. Simplement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les rendements sur le dollar impliquent une exposition au dollar, quoi. Donc, il y a aussi, si notre monnaie principale, notre monnaie de référence est l'euro, euh, investir dans un fonds dollar, ça, qui n'est pas hedgé, ce qui est notre cas, ça implique de prendre aussi une position directionnelle sur le dollar. Autrement dit, si le dollar se déprécie substantiellement par rapport à l'euro sur l'horizon d'investissement, il est possible que l'écart de taux soit plus que rogné ou en partie rogné par cet impact de change, qui peut évidemment aller dans l'autre sens. Mais en tout cas, il faut quand même bien avoir ça en tête. Je pense qu'aujourd'hui, en euros, le livret A reste le placement le plus intéressant parce qu'il n'est pas soumis à la fiscalité, quoi. C'est un 3%, disons, super net, quoi, net, sans aucune taxe. Pour ce qui est des rendements qu'on peut trouver type sur Trade Republic ou chez nous, sachant qu'il n'y aura pas de plafond, vous pourrez investir dans le fonds dollar comme dans le fonds euro sans montant limite. Il est soumis à la flat tax en France, ou alors à l'imposition au barème si on le demande, quoi. Mais, apparemment, vous serez, quand même, enfin, vous offrirez de meilleures conditions que les 4 offerts par Trade Republic? Tout à fait. Nous, on n'a pas de, enfin, en tout cas, on n'a pas de montant maximum de dépôt. Sur le dollar, sur l'euro, pardon, à l'heure actuelle, le fonds yield un peu moins que 4%. Donc, en termes de rendement, Trade Republic est plus intéressant à l'heure où on se parle. Évidemment, ça va dépendre dans le temps de l'évolution des rendements des bons du Trésor, qui pourraient repasser un petit peu au-dessus du rendement sans risque de la Banque centrale, qui est celui que donne Trade Republic. Mais l'inverse peut aussi exister, comme c'est le cas aujourd'hui, quoi. Donc, ça, c'est un peu sujet aux dynamiques de marché. En revanche, on a une caractéristique intéressante qu'il n'y a pas de montant maximum au-delà duquel les dépôts sont plus rémunérés, ce qui est le cas aujourd'hui chez Trade Republic en France, en tout Oui, cas. voilà, on rappellera que ce plafond est fixé à 50 000 € chez Trade Republic, et donc chez vous, potentiellement, si je veux, je peux déposer, 100 millions d'euros chez vous? Absolument, parce que le marché est extrêmement, enfin le sous-jacent sur lequel on s'appuie, que sont les bons du Trésor, est extrêmement profond. Aujourd'hui, c'est le marché, voilà, il y a des volumes d'émissions qui sont colossaux parce qu'il y a beaucoup de dettes publiques. C'est la contrepartie de ça, enfin, c'est ce qui explique ça. Et c'est aussi des actifs qui sont extrêmement traités, quoi, parce qu'ils sont utilisés dans tout le système financier en collatéral. Donc il y a beaucoup, beaucoup de liquidités. Et même en période de stress important sur les marchés où la liquidité a tendance à disparaître, sur les bons du Trésor, on voit souvent l'inverse parce que comme c'est les actifs les plus sûrs qui existent, les gens vendent les actifs les plus risqués pour acheter des bons du Trésor. Donc ça explique la raison pour laquelle on est capable d'accepter des montants d'investissement très importants et d'avoir aussi une liquidité qui permet de vendre ses parts et donc de sortir de l'argent très facilement. Très clair. Dans le monde traditionnel, les rendements, des obligations, ils sont versés quoi? Tous les mois, tous les ans? Vous, ça sera tous les combien? Alors nous, on cristallise en fait des intérêts quotidiens et je vais vous expliquer ensuite comment ça se passe. Les bons du Trésor, ils ont une particularité par rapport aux obligations, c'est qu'ils ne versent pas d'intérêt. C'est ce qu'on appelle dans le monde financier des zéro coupons. Donc en fait, ils sont toujours émis avec une décote par rapport à leur valeur d'émission. Et c'est cette décote qui cristallise au moment de l'émission et ensuite sur le marché secondaire quand on le rachète, le rendement de ce bon du Trésor. Donc il n'y a pas le système que tu mentionnes, qu'on retrouve sur des obligations de plus longue maturité, où il y a tous les mois, tous les semestres ou tous les ans le versement de ce qu'on appelle les coupons.
Là, c'est pas le cas. En revanche, le fonds, la façon dont ça fonctionne opérationnellement, c'est que le fonds achète des bons du trésor et il en achète plusieurs. Évidemment, plus l'encours est grand, plus il y a de bons du trésor dans le fonds, etc. Mais de toute façon, la réglementation impose d'avoir une diversification, donc un certain nombre minimum, 6 tranches, en l'occurrence minimum, de bons du trésor dans le fonds. Tous les jours, il y a une nouvelle valeur qu'on appelle la valeur liquidative. En anglais, c'est Net Asset Value, NAV, qui est calculée par la banque dépositaire de notre fonds, qui est CACEIS. Donc, c'est CACEIS Fund Administration spécifiquement qui calcule ça. Et c'est Donc le cette groupe nouvelle le valeur. groupe le le groupe Crédit Agricole pour préciser. Absolument, filiale du Crédit Agricole. Et c'est cette valeur qui cristallise en fait les intérêts quotidiens qui sont générés. Donc tous les jours, la valeur liquidative augmente un petit peu au prorata du rendement qui est en gros 5% en dollars à l'année et de l'ordre de 3,5-4% en euros. Et elle permet de sortir. Donc tous les jours, c'est à cette valeur que l'ensemble des investisseurs, il n'y a pas de discrimination possible, c'est un élément à avoir en tête, peuvent entrer ou sortir dans le fonds à la valeur qui fait autorité. D'accord, mais pour résumer, si je mets mes sous chez vous, je vais toucher mes rendements quand? Tous les jours. Tous les Tous les jours. jours, tu accumules exactement, tous les jours sur notre app, c'est clair et on a un petit, compte à rebours, par rapport à la date, par rapport à l'heure, excuse-moi, de la journée, à laquelle ces nouveaux rendements sont cristallisés. Tous les jours, il y a des nouveaux rendements qui s'ajoutent. D'accord. Bon, maintenant, on va rentrer, un petit peu plus dans le dur. On va s'intéresser à la structuration, du produit. Donc voilà, en gros, ce sont des obligations d'État ou des bons du trésor, tokenisés. Mais, qu'est-ce qu'on trouve exactement quand on soulève le capot de Spaico? Alors, je pense qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est vous avez sûrement entendu, beaucoup parler de ces bons du trésor tokenisés. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a plusieurs façons de tokeniser des bons du trésor et que si je peux me permettre l'expression pardon, est un peu impropre parce qu'aucun bon du trésor en tant que tel lui-même n'est tokenisé. Il n'y a que l'émetteur qui est, disons par exemple l'État français ou l'État américain, qui pourrait décider de tokeniser le bon du trésor. Ce qui est tokenisé, donc rendu accessible en format token concrètement, ce sont des portefeuilles de bons du trésor. Et il y a C'est la plusieurs. détention, en fait. Exactement. Mais la détention d'un portefeuille, et donc il y a plusieurs façons de structurer ces véhicules qui permettent de les détenir. Une, c'est de le faire sous forme de fonds. Et si on rentre dans l'univers des fonds, il y a plusieurs catégories. Il y a des fonds privés qui sont accessibles que de certains investisseurs. Il y a les fonds grand public comme le nôtre qui sont accessibles très largement. Ce n'est pas les mêmes exigences en termes de réglementation, etc. On pourrait y revenir. Et il y a une autre façon qui est de le faire, c'est via des entités complètement ad hoc qui ne sont pas régulées, donc on ne peut pas appeler fonds, et qui prennent le nom souvent générique de SPV, pour dire Special Purpose Vehicle. Donc, dans l'industrie aujourd'hui de ces bons du trésor tokenisés, il y a plusieurs types d'acteurs et il y a plusieurs types de façons de structurer ces produits qui vont de différents types de fonds à des trucs complètement non régulés, souvent dans des juridictions plutôt offshore en règle générale. Mmh. D'accord, ouais, ouais, et mais qu'est-ce qui permet de dire que, vous êtes sans risque comme, on peut le voir sur votre site? Alors, un placement de toute façon n'est jamais sans risque. Nous, on utilise l'expression de taux sans risque, qui est une expression qui est consacrée en finance, qui est partout définie. Mais le fonds lui-même, l'investissement lui-même est jamais en réalité zéro risque. Même les investissements qui se disent à capital garanti, c'est toujours des garanties contractuelles. Et donc, il y a toujours une contrepartie. Pour rentrer un peu dans le détail, les risques chez nous, c'est quoi? Il y a un risque de contrepartie vis-à-vis des États dans lesquels les fonds sont investis. Si demain l'État français, l'État allemand, l'État néerlandais ou l'État américain fait défaut, comme tu l'as dit, c'est extrêmement rare, mais on ne peut pas l'exclure, il y a un risque de contrepartie, clairement. Donc, contrepartie ou crédit. Il y a un risque qui peut être un risque aussi de taux. Nous, les rendements des bons du trésor, ils sont extrêmement alignés sur les taux que fixent les banques centrales, qu'on appelle les taux directeurs. Dans un monde où les taux des banques centrales sont négatifs, ce qu'on a déjà connu en euros, les rendements des bons du trésor ont eux-mêmes tendance à être négatifs. Donc il est tout à fait possible d'être investi dans un fonds monétaire qui lui-même investit en bons du trésor et d'avoir des rendements négatifs, donc des valeurs liquidatives qui diminuent tous les jours, à cause précisément de ça. Aujourd'hui, heureusement, on est très loin dans ce scénario parce que les taux des banques centrales ont été significativement relevés et sont toujours très hauts. Et ils ne sont jamais abaissés de façon graduelle, sauf catastrophe, mais globalement dans les pays, Ce qui ce disons... qui ce qui ce qui peut arriver, on l'a quand même vu ces dernières années, hein? Oui, mais dans les pays, ça s'est vu des rate cuts de banques centrales très importants, mais pas dans des juridictions comme l'Europe ou les États-Unis, où les banques centrales sont quand même les plus crédibles du monde et où du coup elles communiquent sur ces anticipations. Et généralement, ça se fait toujours entre 25 et 75 points de base maximum
historiquement en tout cas. Donc, c'est quand même, tout est quand même très anticipé, très contrôlé, et donc reflété avant que ça se passe en réalité dans les prix des bons du trésor, dans les rendements des bons du trésor. Mais quoi qu'il en soit, c'est un risque directionnel, on va dire, à avoir en tête. Et le jour où les rendements des bons du trésor sont négatifs, c'est évidemment plus rationnel d'avoir son argent à la banque sur un compte courant qui rapporte zéro, mais voilà, qui coûte rien, que de le laisser dans un fonds monétaire. Ceci étant dit, même en période de taux négatifs, en Europe, on a constaté que l'encours dans les fonds monétaires n'a pas convergé vers zéro. Il est resté assez significatif pour une raison qu'ils apportent une valeur en plus du rendement qui est le risque de contrepartie. La garantie de mettre ses actifs dans des bons du trésor, c'est quelque chose qui est très valorisé, notamment par les grosses boîtes, versus le laisser à la banque. Parce qu'à la banque, il y a une garantie sur les dépôts, mais elle est limitée à 100 000 euros par établissement en France. Mais au-delà, une faillite de banque, ça arrive plus souvent qu'une faillite d'État, et donc on peut se retrouver dans des situations problématiques, quoi. Donc voilà les deux risques importants à avoir en tête pour les gens qui nous écoutent. Mais, tu vois, quand je te parlais de risques, c'était aussi les risques de piratage. On est quand même dans la blockchain. Si votre smart contract, se fait pirater, en fait, qu'est-ce qui se passe? On perd ses bons du trésor? Oui, 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 oui. Oui, non, c'est un point hyper intéressant, et ça va nous faire rentrer un peu dans le dur aussi de comment c'est structuré juridiquement ces produits. Euh, Dans le monde financier, et c'est vrai dans le monde des cryptos, il y a deux types d'actifs. Il y a des actifs qui sont dits aux porteurs, donc en fait sont présumés propriétaires, les détenteurs de ces actifs, ceux qui peuvent prouver leur détention. Avant, c'était via un papier, quoi. Les États, les entreprises émettaient des bons sous forme de papier, et en fait, la personne qui allait se présenter pour récolter son coupon avec le papier était jugée propriétaire. Il n'y avait pas encore tous les KYC et tout qu'on peut connaître aujourd'hui. C'était les bons au porteur. Et il y a beaucoup d'exemples de ça dans les films, d'ailleurs, parce que c'était des trucs évidemment, qui avaient beaucoup de valeur, et donc qui étaient sujets à des vols. Dans le monde de la crypto, on connaît ça très bien. Des actifs aux porteurs, en fait, enfin tous les actifs aujourd'hui, l'essentiel des actifs qui existent dans le monde crypto sont des actifs aux porteurs. Si vous êtes hacké et qu'en fait il y a un transfert vers un autre wallet dont vous ne détenez pas la clé privée, vous en perdez de fait la propriété, en tout cas l'usage, ce qui est assimilé aujourd'hui à la propriété. Donc un Ether, un USDC, etc., c'est des actifs aux porteurs. Dans le monde des instruments financiers, il existe une autre catégorie, et qui va arriver dans le monde de la crypto, des blockchains, avec les types de produits concrets. Ce sont des actifs qui sont dits au nominatif. Et donc là, la propriété de l'actif en question est inscrite en registre chez l'émetteur. Nous, notre émetteur, c'est ce qu'on appelle une SICAV. Donc, c'est le nom des personnes morales, des sociétés en fait qui permettent d'opérer des fonds. Les détenteurs des tokens deviennent actionnaires chez nous de cette SICAV, ce qui implique aussi des droits de gouvernance. On pourrait y revenir. Et ils sont en registre, l'émetteur étant cette SICAV, ils sont en registre propriétaire. Si bien que le risque de smart contract, il existe évidemment d'un point de vue technique, comme il existe des risques cyber dans tout le système financier, mais il n'existe pas d'un point de vue légal et juridique, parce qu'on ne peut pas avoir un transfert forcé vers un propriétaire qui n'est pas inscrit en registre chez nous. D'un point de vue légal, ce n'est pas possible. Donc même si on se faisait hacker demain et qu'il y avait des transferts forcés vers des wallets qu'on ne connaît pas, d'une part, ce ne serait pas possible techniquement, parce que nous, on opère avec un système de halo list et pas de blacklist. Et d'autre part, même si c'était possible techniquement avec des gens qui s'ajoutaient dans la halo list, en registre, ils ne seraient pas inscrits comme propriétaires. Donc, ils ne pourraient pas légalement avoir la propriété, enfin réclamer la propriété du titre. Donc en fait, en tant qu'investisseur, il y a 0 risque, de cybersécurité, en fait, de piratage? Bah, il y a un risque cyber qui existe comme partout. Tu vois, demain, Trade Republic, CIC, Oui, mais etc. on ne perdrait pas l'accès, à ces investissements, en fait? Exactement. Mmh. Exactement. Il y a pas de risque qu'on connaît de smart contract au sens Mmh. de la crypto. Mmh. Donc en fait, s'il y avait un piratage, ça poserait un problème chez vous, un problème technique, mais en tout cas pour vos clients, zéro. Exactement. Ça serait catastrophique pour notre réputation, mais nos clients seraient Mmh. protégés. Et du coup, bah, j'en déduis que, bah, les tokens ne sont pas librement transférables. Je je Voilà. peux pas je peux pas en faire ce que j'en veux, mais est-ce qu'on peut, imaginer un jour les voir, placés dans des protocoles de DeFi? Bah, alors, la contrepartie de ce système d'actifs au nominatif, en l'occurrence de titres financiers de part de fonds au nominatif, dans notre cas, c'est effectivement qu'on l'émetteur, donc la SICAV SPICO, doit pouvoir tenir un registre. Et donc, nous, d'un point de vue, le format de nos tokens, ce sont des ERC20, avec ce qu'on appelle chez nous une halo list, au lieu d'une blacklist, comme l'opère un Circle, par exemple, un émetteur de stablecoin. Ça a une implication, ça protège CF, ce qu'on vient de se dire avant. Ça a une autre implication qui est qu'il n'est transférable librement à l'initiative de l'investisseur qu'au sein du pool d'adresses qui sont dans cette halo list.
Et donc, nous, on va beaucoup travailler pour faire grossir cette allo list parce que c'est ça qui a de la valeur, qui crée l'effet de réseau et qui rendra en fait le truc en fait de fait transférable à beaucoup de gens. J'ai pas envie de dire partout parce que ce sera jamais partout, mais à beaucoup de gens ensuite. Mais en tout cas, ça fonctionne comme ça. Mais quand tu dis faire grossir cette allo list, comment tu vas t'y prendre en fait? Parce que ça réunit, simplement tes clients. Ça réunit simplement mes clients, mais demain, il n'est pas du tout exclu qu'on ait des distributeurs, par exemple. Et des distributeurs, je te prends un exemple, un exchange crypto, disons demain, qui est autorisé à distribuer des instruments financiers. Et il y en a plusieurs qui vont dans cette direction parce qu'ils veulent massifier leur offre de produits et pas se limiter aux purs cryptoactifs. Demain, ces gens, nous, on peut travailler très facilement avec eux parce qu'ils sont aussi assujettis aux mêmes obligations LCBFT que nous. Et donc, on peut partager en fait des KYC et des listes d'investisseurs autorisés. Et donc, d'un coup, via ces intégrations, beaucoup faire grossir le pool de clients qui peuvent s'échanger les tokens. Et tu peux imaginer disons, à l'asymptote, tu vois, où on est intégré partout, tous les exchanges crypto, tous les custodians, etc. En fait, de facto, le token, il devient librement transférable, tellement ces intégrations sont développées. Donc, nous, c'est vers ça qu'on veut converger. Est-ce que vous pourriez proposer votre plateforme en marque blanche pour des néobanques? On pense à Revolut, on pense, à ce genre d'entreprise? Oui, absolument. Nous, on va faire de la distribution en direct, comme on se le disait, mais on va aussi beaucoup, et c'est principalement en fait, ce qu'on a envie de construire à long terme, développer toutes ces intégrations avec des distributeurs. Et donc, toute notre stack est APIsée et donc des partenaires peuvent s'y connecter et passer des ordres d'achat et de rachat sur nos instruments. Aujourd'hui, c'est des fonds monétaires, demain, ce sera aussi peut-être d'autres types de fonds, actions, obligations, et cetera. Et du coup, c'est absolument l'objectif, ouais. Mmh, d'accord. Et quel type de partenaires, vous visez? Moi, je parlais de néobanques, mais est-ce que tu as des exemples, je te demande pas des noms parce que tu vas forcément pas m'en donner, mais des types de services? Des néobanques, des néobrokers, donc néocourtiers, qui soient d'ailleurs plutôt de la finance traditionnelle, intéressés par aller vers la tokenisation, les cryptoactifs, ou alors du monde crypto intéressés par se diversifier sur les instruments financiers. Des exchanges crypto, bien sûr, qui sont des sortes de brokers crypto. Des custodians crypto. Nous, on a aussi, on a pas mal parlé de retail jusqu'à présent, mais on vise évidemment aussi une clientèle corporate, instit, et il y a des sommes importantes en termes d'encours qui sont chez ces acteurs. Donc voilà, ça te donne une petite catégorie d'acteurs. Votre modèle économique, c'est quoi chez Spyco? Vous prenez un cut, sur le rendement? Exactement, en fait, sur l'encours précisément, donc la TVL, on va dire, qui est dans nos produits. Donc nous, on ne prend pas de frais. Il y a un peu deux modèles de rémunération. Il y a des modèles de rémunération transactionnelle, donc des frais à l'entrée, à la sortie dans les produits. Nous, on ne fait pas ça, ils sont à zéro. Il y a des modèles potentiellement de conservation, un peu type droit de garde, qui pourraient exister sur notre solution custodiale, mais ce n'est pas ce qu'on fait non plus. Ils sont aussi à zéro. On se rémunère uniquement sur l'encours sous gestion. Donc tous les jours sur les intérêts qui sont cristallisés et donc affichés pour nos investisseurs, il y a des intérêts qui sont prélevés et qui diminuent du coup, enfin les intérêts sont toujours affichés net de frais, mais qui diminuent du coup ce que l'investisseur reçoit. Ils sont pour le fonds, pour être précis, sur le fonds dollar, donc le token EUT-Bill, de 0,1% par an. Autrement dit, prélevé quotidiennement, c'est évidemment proratisé, jusqu'à 100 millions d'encours. Et ensuite, ils passeront à 0,4. Donc 100 millions de TVL dans le produit, ils passeront à 0,4 ensuite, pour cent. Et sur le fonds dollar, ils sont tout de suite à 0,4%. Et donc ces frais, en fait, ils sont répartis pour être complètement transparents entre la banque dépositaire, qui est en fait le custodian des actifs. Les actifs des clients ne sont jamais sur notre bilan, ils vont toujours chez le custodian, c'est un élément hyper important. Ils rémunèrent aussi l'asset manager, qui est l'entité qui sélectionne les T-bills et qui les achète et qui les vend en fonction des montants, des volumes d'entrée et de sortie. Et ils nous rémunèrent, nous, qui faisons deux choses, la distribution, évidemment, et aussi la fourniture de toute la stack technique pour gérer le registre du fonds sur des réseaux blockchain. Très clair. Et donc tu l'as dit, hein, vous avez été agréé par, l'AMF. De quelle licence, vous êtes titulaire chez Spyco? Oui, alors, Spyco est CIF, conseiller en investissement financier, ce qui permet de faire, moyennant une couche de conseil, de la réception-transmission d'ordre. Donc, ce qu'on peut vulgariser peut-être sous le terme de brokerage sur des instruments financiers. En l'occurrence, nos instruments financiers, ils sont tokenisés, mais ça reste des instruments financiers. Ils ne sont absolument pas différents d'autres OPCVM, donc de fonds avec lesquels vous pouvez avoir l'habitude d'interagir. L'autre agrément, et celui dont tu parlais juste avant, qu'on est allé chercher, ce n'est pas un agrément qui concerne Spyco en tant que tel, c'est un agrément qui concerne la SICAV, donc la personne morale qui est la structure juridique qui chapeaute les fonds, qui a été agréée
pour être une SICAV de droit français et opérer des OPCVM, donc des fonds monétaires tokenisés, en l'occurrence euros et dollars. Donc c'est cet agrément qui est difficile à obtenir parce que c'est un nouvel agrément de PCVM et en l'occurrence, comme les nôtres sont tokenisés, c'est évidemment quelque chose de nouveau par rapport à l'existence. C'est les premiers d'ailleurs de toute l'Union européenne sous cette forme. Très clair. On a beaucoup parlé ces dernières semaines, du fonds monétaire tokenisé Beedle, que BlackRock, a lancé en avril. Le système finalement est assez proche du vôtre, hein. En gros, hein, ils ont tokenisé des bons du trésor américains et certains investisseurs, cette fois-ci des investisseurs autorisés et pas tout le monde, peut les acquérir et toucher donc le rendement associé. Mis à part, le choix des investisseurs autorisés ou pas, comment vous vous distinguez? Oui. Donc simplement par la distribution? Bon, j'imagine qu'il y a une structure différente parce que c'est aux États-Unis? Alors, le fonds BlackRock, il est émis dans les îles Vierges britanniques et il est distribué à des investisseurs qui sont dits accrédités et qualifiés en droit américain, y compris d'ailleurs des investisseurs qui peuvent être basés aux États-Unis pour le coup et qui vérifient ces critères. En termes d'allocation d'actifs, il est complètement similaire, analogue à notre fonds dollar. Donc nous, on a plusieurs différences. Une évidente, c'est qu'on propose aussi un produit en euros. Une autre, c'est que c'est pas un fonds privé aux îles Vierges britanniques, c'est un fonds ouvert au grand public dans l'Union européenne. Autrement dit, on peut avoir des investisseurs particuliers dans les deux fonds, euros comme dollars, et diminuer très substantiellement le ticket minimum d'investissement. Pour être précis, en fait, on pourrait mettre, nous, grâce à cet agrément au PCVM, le montant minimum d'investissement où on veut. On a choisi de le mettre pour démarrer à 1000 euros ou 1000 dollars, ce qui est quand même significatif, mais ce qui baisse énormément la barrière par rapport à BlackRock où c'est 5 millions de dollars à l'heure actuelle. Mmh. Donc, les différences, c'est principalement ça. Il y en a une autre peut-être que je mentionne au passage, c'est que nous, on va direct démarrer sur plusieurs blockchains. Aujourd'hui, le fonds BlackRock, il est uniquement sur Ethereum. Nous, on launch sur Ethereum et Polygon Proof of Stake. On a choisi Polygon Proof of Stake il y a quelques mois parce que c'est une blockchain évidemment très connue, qui a une certaine crédibilité. Et puis, ils ont des gas fees qui sont faibles, quoi. Donc, pour des investisseurs particuliers, notamment, c'est intéressant. Et progressivement, on va ajouter d'autres networks en fonction de la demande dans les mois qui viennent. Et on a cette possibilité-là dans le prospectus du fonds, en informant tous les investisseurs, évidemment. Et s'ils souhaitent passer d'un network à l'autre, ils pourront le faire. Donc, nous, on va, je pense, avoir une stratégie de développement cross-chain qui va être plus rapide que BlackRock, qui est un très gros fonds pour des très, très, très gros instituts et qui fonctionne que sur Ethereum. Mmh. Mais on peut quand même dire que vous êtes une sorte de concurrent, même si vous n'êtes pas vraiment, voilà, sur le même continent et vous cherchez pas vraiment à viser le même type d'investisseur, mais vous êtes un concurrent, en tout cas, comment dire? Sur l'idée, quoi. C'est complètement vrai, hein, c'est clair. Beedle est un concurrent de UST-Bill, le fonds dollar de Spyco. Par ailleurs, nous, on va aussi essayer d'aller chercher des gros instituts qui sont aujourd'hui clients de BlackRock. Donc, je pense qu'on va être concurrent. Je souligne d'ailleurs qu'on est moins cher qu'eux, puisque je crois qu'ils sont pricés à 50 points de base, le fonds dollar de BlackRock, là où nous, total cost, avec les frais de la banque dépositaire, on va être à 40 points de base. Et comment vous distinguez d'un autre projet, crypto, hein, donc de Ondo Finance, qui justement utilise donc le fonds tokenisé de BlackRock pour proposer donc de l'exposition directe aux bons du trésor américain, cette fois-ci à tous les investisseurs et pas simplement les investisseurs, qualifiés là. Comment vous distinguez d'Ondo? On va être aussi un concurrent d'Ondo. Ondo, ils ont deux produits à l'heure actuelle. Ils ont un produit, et ça rejoint ce qu'on se disait avant sur les différentes façons de tokeniser des bons du trésor. Ils ont un produit qui est un fonds, c'est d'ailleurs leur premier produit qu'ils ont lancé. Le token s'appelle OUSG. Et c'est un fonds qui est un fonds lui aussi privé, quoi, donc qui est uniquement accessible à une fraction des investisseurs, là où nous, on est un fonds grand public, donc c'est quand même une différence. Même s'ils ont des tickets d'entrée plus bas que BlackRock, je crois que chez eux, c'est 100 000 dollars ou USDC, il reste quand même un fonds qui est assez peu accessible. Et si vous allez regarder leur nombre de holders sur Ethereum, et je crois qu'ils sont aussi sur Polygon et Solana. Sur Polygon et Solana, je crois qu'il n'y a qu'un seul holder, et sur Ethereum, il y en a une petite poignée, je crois que c'est une vingtaine. Je ne voudrais pas dire de bêtises, il faudra vérifier, tout ça est public. Ce sera aussi le cas chez nous, et nous, on en a déjà beaucoup plus, quoi. Donc ça va être une différence importante, quoi, en termes de capacité à accéder à l'instrument. Mondo, ils ont aussi un deuxième produit qui s'appelle USDY, qui est en fait un SPV tokenisé. Donc, c'est une LLC qui tokenise son passif, donc des titres de dette. La LLC achète des instruments type bons du trésor et donc permet ce qu'ils appellent les yield-bearing stablecoins, en quelque sorte, moyennant quelques restrictions, d'exister. Donc, bon, nous, on va aller concurrencer Ondo. Ce n'est pas du tout écrit qu'on aille aussi sur ce schéma des yield-bearing stablecoins. On veut plutôt se concentrer sur les fonds et les instruments financiers classiques. Mais en tout cas, pour le fonds de Ondo, qui est OUSG, on va être un concurrent là aussi plus accessible. Et donc, on espère, grâce aux effets de réseau que cette accessibilité peut générer, être rapidement plus gros.
Bon, du coup, on voit que ça phosphore quand même beaucoup, hein, sur cette thématique-là. Il y a aussi des projets, alors pour le coup là, très décentralisés comme Angle, hein, qui offre un stablecoin qui permet de toucher un rendement issu des bons du trésor, US, et on a appris la semaine dernière, hein, si vous nous regardez, là maintenant, que Paxos, donc l'entreprise américaine, allait lancer un nouveau stablecoin dont la détention allait offrir des rendements issus de sa réserve qui seraient placés en bons du trésor. Bon, qu'est-ce que ça démontre? Ben, clairement que vous n'êtes pas les seuls sur le marché. En tout cas, en Europe, pour l'instant, ça va. Mais ça démontre, surtout, qu'il y a une demande claire, pour ces produits. Qu'est-ce que tu en dis de tout ça? Bon, j'imagine que tu es content d'avoir, disons, initié ton projet assez tôt. Mais comment est-ce que vous pensez faire votre trou avec, cette pléthore d'offres, qui arrivent sur le marché? Oui, je pense que ce que tu dis est très juste. On commence à avoir quand même un vrai product market fit sur cette catégorie d'actifs. Hem, Ondo sur leurs 2 produits, je crois qu'ils ont dépassé 500 millions de TVL. BlackRock, ils sont à peu près sur leur Beetle, sur le produit Beetle, sur le même ordre de grandeur. On a vu Paxos, Engle bien sûr, Usual aussi va se lancer. Donc il y a toute une catégorie d'acteurs qui cherchent à amener en fait le risk-free rate sur des rails blockchain, très clairement. Principalement qui se concentrent sur le dollar. Nous, pour être honnête, on a vu quand même pas mal de demandes, y compris de boîtes Web3 pour de l'euro, parce qu'il y a quand même une exposition FX qui est généralisée à cause de l'USDC et l'USDT, et qui demande à être diversifiée. Donc même si les stablecoins euros restent assez petits, je pense que côté money market fund euro, il y a des choses à faire. Donc nous, on croit assez fort à notre produit euro. Par ailleurs, bon, bah, tous ces acteurs vont adresser des marchés aussi différents. Un Angle, un Usual, c'est Tradify, Permissionless, etc. Nous, on est sur un marché beaucoup plus mass market, avec une capacité à nous intégrer avec des distributeurs qui peuvent travailler qu'avec des acteurs régulés. Donc je pense qu'on va chacun, enfin déjà d'une part, c'est des produits qui sont complémentaires. Nous, on regarde le marché avec beaucoup d'intérêt, il y a plein d'approches différentes et je pense que c'est très sain. Et on verra laquelle, je suis même pas sûr qu'il y en ait une qui gagne. Probablement, il y aura plusieurs modèles qui vont s'imposer, quoi. Donc c'est assez intéressant. Ouais, j'en suis persuadé, et vous annoncez aujourd'hui, également une levée de 4 millions d'euros auprès de fonds de premier plan, hein, comme Blackwall, Kima et la financière, Saint-James. À quoi ces fonds vont vous servir? En fait, ma vraie question, c'est: est-ce que vous comptez proposer des nouveaux produits, là, dans les mois à venir? Tout à fait. Donc cette levée de fonds, on l'a réalisée, l'an dernier et on l'annonce que maintenant parce qu'on voulait, l'annoncer en même temps que le lancement de notre premier produit et ça nous a pris quand même, plusieurs mois pour avoir, l'agrément de l'AMF. Donc c'est la raison de ce décalage. Donc elle nous a déjà pas mal servi en réalité à développer, notre premier produit, que vous allez découvrir. Le in On a encore pas mal de runway, pour être clair. Euh, et donc, dans les prochains mois, on va se concentrer sur deux axes. Un qui est de développer évidemment notre TVL, hein, qui est la métrique la plus high level, on va dire, et notre réseau de distribution. Sur du monétaire, je pense qu'il y a énormément à faire dans ce marché. Si on regarde les encours des T-bills tokenisés, alors ça a certes beaucoup cru, c'est un marché vraiment intéressant qui est très suivi, mais ça reste minuscule par rapport à l'encours des T-bills non tokenisés, les fonds monétaires non tokenisés, et surtout par rapport aussi aux dépôts qui restent sur des comptes courants en euros, que ce soit corporate ou particulier, et qui en fait yield de rien et qui rapportent énormément d'argent aux banques, quoi. Donc nous, on pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire sur du monétaire, mais on va être très attentif aussi à l'évolution du marché, de la demande, des conditions macroéconomiques. Et avec le modèle qu'on a, on peut rapidement aller sur des fonds avec un peu plus de duration, par exemple, donc sur de l'obligataire, ce qui peut être intéressant si la courbe des taux redevient croissante. Il n'est pas du tout exclu que ce soit le cas rapidement et qu'on ait de la demande de ce point de vue-là. On peut tokeniser des fonds actions aussi, donc un fonds CAC 40 tokenisé, un fonds S&P 500 tokenisé. C'est quelque chose qu'on pourrait faire avec des partenaires, notamment type courtier, retail, broker, etc., qui pourraient être intéressants. Donc voilà, on n'a pas encore de target pour relever, très clairement. Peut-être qu'on le fera cette année si les conditions sont bonnes. Et voilà. Mmh. Bon, ben, on arrive au bout de ce big talk. J'espère que ça vous a plu, vous qui nous regardez. Je rappelle que The Big Well n'est pas partenaire de Spyco d'une quelconque façon. Le seul avis personnel que je peux émettre, c'est que je trouve, intéressante cette proposition car elle s'appuie, ben, sur la blockchain pour rendre l'investissement plus accessible, plus démocratique, plus efficace, et en fait, c'est un élément qui est au cœur de ce qu'on défend, chez The Big Well, et c'est pour ça qu'on avait envie de parler, avec toi aujourd'hui. Du coup, merci d'être passé dans ce big talk, Merci beaucoup, Grégory. À et bientôt.
À bientôt et à tous les autres, bon, je vous remercie de votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez tester, gratuitement The Big Well pendant un mois, sans engagement. Vous accéderez, à nos informations exclusives, sur l'écosystème, à des comparatifs, des analyses de projets crypto, émergents et surtout à notre communauté. Le lien est juste en dessous de la vidéo pour vous abonner. Voilà, à très, très bientôt. Salut Paul Adrien.